Glaciers de la cordillère des Andes, les fjords sur l'océan Pacifique, terre de légende, je suis au nord de la Patagonie chilienne. Depuis longtemps, je rêve de découvrir cette nature du bout du monde où tous les défis sportifs sont permis. Je suis curieuse de connaître ces habitants qui tentent de concilier un développement économique harmonieux avec la préservation de leur environnement. Première étape, à vélo, sur la légendaire route australe pour allier Coyhaique à la Runta. Puis, après un détour par Chaiten et son volcan, je rejoindrai Futaleufú et descendrai les rapides d'une des plus belles rivières au monde. Et pour finir, une randonnée sur les magnifiques Tremanjas, dans une nature sauvage et hostile à l'homme. Au programme. À Coyhaique, Lorenzo m'attend. Lorenzo est un guide installé dans la région depuis près de 20 ans. Mon intention de parcourir en VTT 300 km en 3 jours sur la Carretera le laisse un peu perplexe. Je vais te montrer ce que je veux faire à vélo. Nous sommes ici à Coyhaique et en 3 jours, je voudrais aller jusqu'à la Runta. C'est un peu ambitieux, non? Qu'en penses-tu? Wow, ça fait vraiment beaucoup. Je ne pense pas que tu vas y arriver. C'est trop loin. Avec toutes ces collines et le temps qu'il fait, ça va être l'enfer. Pour traverser la Patagonie, une seule route, la Carretera Austral. 1200 km de Puerto Montt à Villa O'Higgins, sur des pistes et des routes constamment balayées par les vents violents. Pas beaucoup de points de ravitaillement sur cette Carretera. Il vaut mieux tout prévoir. Je vais porter à peu près 25 kilos, ce qui n'est pas énorme en soi quand on voyage comme ça en vélo. Tente, nourriture, pièces de rechange pour le vélo, tout y est. Parcourir la Carretera sur plusieurs semaines ou sur 3 jours, l'équipement reste à peu près le même. Premier coup de pédale sur la Carretera. Devant moi, 269 km jusqu'à la Runta. J'ai décidé de partir vers le nord. Certains cyclistes font la route en sens inverse. Ils descendent vers le sud jusqu'à Villa O'Higgins, qui marque la fin de la route australe, le bout du monde. La Patagonie est une des régions les moins peuplées du monde. À peine plus de 2 habitants au kilomètre carré. Le vent souffle en permanence. Les rafales de 150 km/h sont épuisantes et étourdissantes. Difficile de rester sur mon vélo. Ça fait 5h30 que je roule. Ça fait à peu près 3 quarts d'heure que j'ai plus de vent. Et ça, c'est chouette. Je m'approche de Maniguales, première bourgade depuis mon départ. Je rêve d'un café bien chaud. Il y a toujours du vent. Et j'y crois pas, c'est l'heure de la sieste, tout est fermé. Oh. De décembre à février, c'est la bonne période dans l'hémisphère sud pour faire la Carretera à vélo. Pas grand monde sur la route. Aujourd'hui, je ne croiserai qu'un seul cycliste. Tu viens de Coyhaique? C'est Coyhaique. Oui, de Coyhaique et je vais jusqu'à Villa Amengual. Bon voyage. Okay. Merci. Comment tu t'appelles? Katia et toi? Jorge. Jorge, si. Premier arrêt, chez Louisa.
Elle tient une auberge sur la carretera. Ses arrière-grands-parents ont émigré d'Allemagne en 1935. Luisa a assisté à la construction de la carretera dans les années 80. Car à cette époque, le gouvernement Pinochet souhaitait désenclaver la Patagonie. Aujourd'hui, la route amène un peu de vie dans cette région isolée. Por lo menos nosotros en mi casa recibimos a muchos ciclistas que les encanta hacer la carretera austral a pesar de la lluvia, a pesar del polvo, porque es un gran desafío. Ellos hablan de algo mágico, algo la fuerza de la naturaleza. Tú aquí sientes todavía la potencia, ¿no? Y la pureza de la naturaleza, lo original. Y tú cuando sales es una aventura. Escuchas el agua siempre, escuchas los cantos de los pájaros, escuchas la selva. O escuchas el silencio también, pero es una situación donde el hombre se siente como más pequeño y como admirando la naturaleza. Está como siempre, como hace miles de años. Pour ma première étape, j'ai eu droit à toutes les conditions. Le vent, la pluie, la poussière et même quelques rayons de soleil. Ben voilà, une étape, une vraie étape. J'ai mal aux jambes, au dos et aux fesses, mais la beauté de ces espaces m'inonde de bien-être et d'énergie. Je profite de ce bivouac sur les berges du lac Las Torres pour mettre sur le papier mes impressions de la journée. 120 km au compteur, 10 heures sur le vélo, une moyenne de 12 km/h. Je suis en avance sur mon plan de route. Et demain, je vais partir donc de Villa Amengual pour aller ici à Puerto Puyuyapi. On se dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Et en fait c'est pour ça quoi. C'est juste des moments comme ça, c'est que quand on arrive et quand on a des choses toutes simples qu'on n'arrive plus à avoir dans notre vie de tous les jours, arriver, avoir des vêtements chauds, avoir des vêtements secs, me faire un lait chaud. Et dans ma vie, après, de tous les jours, c'est des petites choses que j'oublie pas et qu'aujourd'hui on n'arrive plus à avoir. Et c'est pour ça que j'aime voyager comme ça. Bon, plus tard. Et c'est reparti pour une deuxième journée. Moins longue et moins venteuse que la précédente. Mais aujourd'hui, j'ai droit au froid et à la pluie non-stop. En été, le thermomètre descend souvent la nuit sous la barre des 5 degrés et ne dépasse guère 15 degrés le jour. Mais ces espaces me font oublier la fatigue et me donnent le plein d'énergie. 90 km plus loin, j'arrive à Puyuyapi, au cœur du fjord Ventisquero. Transi de froid, trempé, je trouve un abri pour passer la nuit. Petite ville de 600 âmes, Puyuyapi est accessible depuis peu par la carretera austral. Avant la construction de la route, on ne pouvait y accéder que par l'océan Pacifique. La ville s'est développée autour de son port. On y pêche surtout le merlu et le congre, qui ensuite sont exportés vers l'Espagne. On m'a beaucoup parlé de David, une figure locale de Puyuyapi. Nous avons rendez-vous à l'embarcadère avec son fils Augustin. Tous deux sont des pêcheurs artisanaux. Et comme tous les pêcheurs de Puyuyapi, ils se plaignent de la disparition constante des poissons dans le fjord. Pour eux, la pêche au large et la pisciculture intensive sont les responsables. Et ça, c'est quoi comme poisson? Les sardines, c'est pour pêcher le merlu. C'est avec ça qu'on attrape le merlu. Curieuse, je les accompagne dans les parcs à saumon. Avec plus de 500 fermes d'élevage, le Chili est le deuxième producteur mondial de saumon.
Dans chaque enclos, là, il y a 10 000 ou 20 000 saumons. Il reste 6 mois à l'intérieur et après on peut les sortir. Non seulement on utilise massivement des antibiotiques et des produits chimiques, mais en plus, chaque élevage, qui compte environ 200 000 poissons, génère des déchets équivalents à ceux d'une ville de 65 000 habitants. Une catastrophe annoncée pour l'environnement. D'un côté, la pisciculture donne du travail, mais d'un autre côté, en ce qui concerne la pêche artisanale, ils sont toujours en train de nous gêner. Ils prennent beaucoup de place sur notre territoire, ils construisent des ports, des débarcadères, ils n'ont pas de limite. Ils peuvent aller où ils veulent et en plus ils ont l'appui du gouvernement. Ils nous prennent beaucoup de poissons dans cette zone. Franchement, je ne vois pas d'avenir pour la pêche artisanale ici. Ça va toujours en diminuant. Le tourisme, ça pourrait être une alternative. Aujourd'hui, la survie de la région dépend plus du tourisme que de la pisciculture. David et Augustin luttent à leur manière pour que la Patagonie reste l'un des lieux les plus sauvages du monde. Troisième et dernier jour à vélo avant d'atteindre la Runta. Les 60 derniers kilomètres sont terribles. Dans la tête, là, moralement, ça va pas. Humide et froid. Et c'était pas long, mais c'était éprouvant. Très froid. Humide. Quelle épreuve cette Carretera. Je suis contente de retrouver un peu de confort. En 3 jours, j'ai parcouru près du quart de la route. En général, la moyenne des cyclistes est de 50 km par jour. Mais hélas, le temps me manquait pour le vivre à ce rythme. J'ai pu me frotter aux légendaires difficultés météo de la Patagonie. J'abandonne mon VTT pour une autre aventure, sur l'eau cette fois. Les rivières de la région. Mais auparavant, je veux découvrir Chaiten et son volcan, sur les bords du Pacifique. Chaiten se trouve à 150 km au nord de la Runta. C'est la fin de la route numéro 7, le nom officiel de la Carretera australe. Pour continuer plus au nord, il faut passer par l'océan. Le port de Chaiten a longtemps été la principale porte d'entrée en Patagonie. Avec la catastrophe de 2008, peu de voyageurs s'arrêtent ici. En mai 2008, l'éruption du volcan a ravagé Chaiten. Heureusement sans faire de victimes. Les 6000 habitants ont dû fuir. Le gouvernement voudrait reconstruire la ville à 15 km au nord. Malgré les risques de nouvelles éruptions, la population veut rester au même endroit. Javier a réouvert son restaurant 1 an et demi après le drame. On n'a pas vu l'éruption, on a surtout entendu le bruit. C'était très fort, comme un bombardement ininterrompu. On était tous très inquiets devant cette situation. Nous avons regardé dans la direction du volcan, alors nous avons vu la colonne de cendres et de fumée. Beaucoup de gens ont voulu rester à Chaiten après l'éruption. Moi, je suis resté les 10 premiers jours, jusqu'à ce que la police l'évacue de force. J'ai tout perdu, toute ma vie était ici. Là, il y avait 3 rues où il y avait facilement plus de 200-250 maisons, juste dans cette zone. Et là, cette maison, je m'en souviens bien parce que c'était des amis, on se connaissait depuis toujours.
Y esa es la gran pena de todo esto, ver que la gente está fuera de Chaitén y sigue todavía hasta de casi 2 años sigue muy complicado. Y puedes ver tú que el río daba toda la vuelta a la ciudad y ahora prácticamente el río cortó la ciudad por la mitad. Le fleuve a tout emporté sur son passage. No, terrible aquí. Tu connaissais les gens qui habitaient ici? Conocer la familia, toda la familia, conozco todos los chicos. Hay gente que está viviendo en Futaleufú. Hay chicos que están viviendo en la señora de la dueña de la casa, está viviendo en Puerto Montt. Imagínate, el río ahora pasa justamente atrás de la casa. Volvería a vivir acá porque este es su pueblo, su ciudad de toda la vida, que criaron los hijos, los padres por generaciones completas. No es de los padres, estaban los abuelos y los bisabuelos, ¿me entiendes? Son generaciones de familias que se han criado toda la vida acá. Là, j'ai fait une pièce d'identité, on peut voir. Très triste en tout cas de voir toute cette vie qui s'arrête brutalement, avec des reçus un petit peu partout, des papiers partout, et on sent que quelque chose de très grave s'est passé très vite et que les gens ont dû quitter les lieux très rapidement. El gobierno no hace más porque el gobierno se empecinó que Chaitén estaba muerto y no ha querido entender que la gente y los pueblos viven donde quieren vivir, que es la parte fundamental y de una democracia. Pensamos que ya el volcán cumplió su objetivo. Ya van 2 años, hemos escuchado expertos que han venido de otros países y dicen que ya el volcán está en una fase está en una fase de término y nosotros personalmente sentimos que ya es así. Une semaine après mon passage, une nouvelle alerte du volcan. La police a dû évacuer Chaitén. Une fois encore, Javier a décidé de rester. Je quitte la côte pour m'enfoncer dans les terres vers Futaleufú. Cette ville, à 2 heures de Chaitén, a également souffert de l'éruption du volcan. Les cendres ont recouvert toute la région dans un rayon de 100 km. L'impact sur le tourisme a été important. Aujourd'hui, plus de traces des dégâts et les affaires reprennent. Futaleufú est célèbre pour sa rivière qui attire de plus en plus de monde chaque année. C'est le paradis des passionnés d'eau vive, l'Everest des kayakeurs, l'un des plus beaux spots au monde. Difficile et dangereux, les amateurs viennent du monde entier pour descendre cette rivière. Ben voilà, là je vais aller me changer pour ma première initiation au kayak sur la rivière Espolón qui est derrière moi. Un petit entraînement pour les novices comme moi sur un affluent plus calme que le rio Futaleufú. Le VTT je connais, mais le kayak c'est une grande première. Je suis super excitée d'aller sur l'eau, mais il y a un truc qui me stresse un peu, c'est l'histoire là on se retourne. Allez, je me jette à l'eau. Et hop, un retournement. Heureusement, Lorenzo n'est pas loin.
c'est vraiment étrange. On a l'impression d'être sur un œuf, en fait, sur des œufs et d'être vraiment sur beaucoup d'équilibre. Et ouais, c'est... Depuis longtemps, je rêve de pêcher à la mouche. Je suis au bon endroit pour m'initier à cette pratique incontournable ici. Enfin une activité plus tranquille. On appelle ça un woolly bugger. C'est une sorte de papillon. Il va passer un peu sous l'eau et dériver. Le but, c'est de faire croire que c'est une mouche qui se pose pour que le poisson l'attrape. Pour sortir le poisson, il faut y aller doucement avec le bras entre 1 et 2 heures et le bras bien tendu. C'est très relaxant, même si j'attrape rien. Et le poisson, au bout du compte, c'est voilà, quand on l'attrape, c'est l'observer, c'est arriver c'est l'observer quand on arrive à le voir déjà. Moi, j'en suis pas encore là, et savoir si on va réussir à l'attraper en étant plus subtil que lui, je dirais. Et une fois qu'on l'attrape, bon, on le relâche. La région de Futaleufú pourrait devenir un véritable Eldorado touristique. Seule une dizaine de camps accueillent les mordus de plein air. Chaque nouvelle saison, depuis 9 ans, Christian s'occupe de la cuisine dans un des campements. Ici, on utilise toutes les ressources locales. On se nourrit de ce qu'on cultive. On vit avec son environnement et les caprices du Rio rythment les activités sportives. Bienvenue dans notre serre. Ça, c'est du basilic frais. Tiens, c'est super bon. Goûte, goûte. Nosotros usamos todas las verduras que ustedes ven acá, como la lechuga, como los puertos verdes, como las arvejas, el cilantro, la albahaca. Les gens qui travaillent avec moi dans la cuisine sont tous d'ici. Las usamos abajo. Dans cette vallée, la gente que trabaja conmigo en la cocina son todos acá. Son aquí, en este valle, son casi todos familiares. Acá, bueno, nosotros tratamos de comprar todo local, lo que más se pueda, y lo que no se puede lo pedimos afuera. C'est beaucoup de stress, ¿no? Sí, a veces sí. A veces está listo el fuego abajo con ¿cómo se llama? El fuego, las papas listas y todo, pero falta la carne, y de repente uno escucha ahí arriba, el camión, y yo, la carne. Enfin, corriendo arriba, después llegar abajo, llegó la carne. Super stressant. Sí, a veces harto stress. Good friends. Sí, mira. Et quand ça devient trop stressant, Christian a son remède. Mira acá atrás. Regarde derrière toi, c'est pour ça que je suis ici. Porque yo creo que es como todavía sigue siendo muy reducida la gente que viene para acá. Y cuanto más gente venga a conocer, a ver el río, a hacer deporte en el río, a hacer rafting, y la gente sepa que hay un lugar de Chile que es tan bonito como este. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour mon baptême en rafting sur le rio Futaleufú. Et en plus, nous allons affronter les passages les plus exposés. Mais avant, séance de préparation indispensable. Il faut toujours bien prendre le temps dans toutes ces activités, parce que finalement la rivière c'est un peu comme la montagne, on n'a pas droit à l'erreur, et une petite erreur sur l'équipement, sur le matériel, et ça peut très mal se finir. Il y a une échelle internationale pour classer les rapides. Ça va de classe 1 à classe 6. Classe 1, c'est pour toutes les parties d'eau très calmes. Et classe 6, c'est pour les rapides impraticables.
Et plus on monte en difficulté, plus le fleuve devient profond et le courant puissant. Ça demande plus de manœuvres et de techniques. Et les conséquences peuvent être plus graves en cas de problème. This morning, what we're doing is we're putting in at the Rio Azul, which is just behind me, and it's a tributary to the Futa-Lufu. And once we get down into the Futa-Lufu, we're going to enter into a Class 5 section called the Terminator Stretch. Allez, allez, on pagaie fort en avant. Tous ensemble. Stop. À gauche, pagaille en arrière. À droite, continue en avant. Encore. Stop. Change à droite. Revenez vite. Maintenant, on pagaille tous en arrière. Tous ensemble en arrière. Là, c'était pour les échauffements. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Je me trouve à l'avant du raft, une place très physique, où il ne faut jamais se relâcher. Sur le raft, la concentration doit être maximale. Stan, le barreur, est un pro. Je suis en confiance. Le principal danger dans un rapide de classe 5, c'est la chute. Si je tombe, une seule solution. Attraper la ligne de vie, la carte qui entoure le radeau. Sinon, le tourbillon vous propulse sur les rochers, comme dans une machine à laver, pour vous rejeter en piteux état. Et Terminator n'est pas un passage facile. Il porte bien son nom. Amazing, big water, big sunlight, everyone paddled perfectly. Ils ont bien pagayé avec devant une petite française déchaînée. C'est un régal, enfin c'est une grande chance et un privilège de pouvoir faire ces activités-là sur une rivière comme celle-ci. C'est l'Everest des kayakeurs et des rafteurs, je dirais. La descente des rapides a été particulièrement agitée. Lorenzo, ancien champion du monde de rafting, navigue sur les eaux du Rio depuis près de 20 ans. On a entendu parler de cette magnifique rivière, Futa-Lufu. On est venu la découvrir et on s'est rendu compte qu'on pourrait aussi faire du rafting ici. Le Rio Espolón et le Rio Futa-Lufu sont menacés par des barrages parce que le Chili n'a pas de réserve de gaz et de pétrole. L'eau représente une réserve d'énergie importante, notamment en Patagonie. Il y a beaucoup de propagande pour convaincre la population de la nécessité d'avoir des barrages. Mais nous, on pense que ces rivières ne sont pas destinées à produire de l'électricité. Impossible d'imaginer de tels paysages ensevelis sous les flots. Et pourtant, 8 projets de barrages sont à l'étude. L'enjeu est évidemment de taille. Alimenter en électricité la capitale Santiago et sa région, soit 40% de la population du pays, et ne plus dépendre de l'étranger pour les achats d'énergie. Je retourne à Coyhaique, le centre de la région d'Aysén. Lorenzo m'a beaucoup parlé de l'association Patagonie sans barrage. La construction des 2 premiers barrages est prévue en 2012, et la pression se fait de plus en plus forte. À l'occasion de la foire annuelle de la ville,
les opposants au barrage sont à pied d'œuvre pour mobiliser la population. Peter Hartmann est l'un des fondateurs de Patagonie sans barrage. Depuis 30 ans, il se bat contre l'implantation des centrales hydrauliques. La construction des barrages aura une influence sur le lit des rivières. Les inondations engloutiront une grande superficie de terre. L'impact sur la nature sera très important. On veut développer le tourisme ici. On veut inscrire la région au patrimoine mondial de l'humanité. Et on va construire des pylônes comme ça au milieu du paysage et dresser des murs de béton sur nos rivières. Tout ça, ce n'est qu'un énorme marché dans lequel le Chili ne va rien gagner, si ce n'est quelques emplois pendant quelques années. Dans les années 80, sous le règne du général Pinochet, l'exploitation des rivières a été privatisée. Des sociétés, pour la majorité étrangères, ont sauté sur l'aubaine pour rafler cette manne énergétique. La population fera-t-elle vraiment le poids en invoquant la préservation de l'environnement? Pas sûr. Pourtant, la beauté de l'environnement est un atout considérable pour le développement de la Patagonie. Une conviction partagée par Francisco et Fabien, cofondateurs de l'école de guides de Coyhaique. Dans le parc du Cerro Castillo, à une 50aine de kilomètres de la ville, ils mesurent l'impact des randonnées équestres sur la faune et la flore. Francisco ne veut pas d'un tourisme à n'importe quel prix. On essaie de mesurer l'impact du tourisme ici. On étudie la situation à l'heure actuelle avant de venir avec nos élèves pour un cours de rando à cheval. On va avoir un impact sur cet environnement, c'est sûr. On veut donc pouvoir comparer avant et après, afin de pouvoir développer le mieux possible le tourisme équestre en Patagonie. Fabien est un géologue français établi ici depuis une dizaine d'années. Pour lui, c'est maintenant qu'il faut agir. Dans la région d'Aysén-Con, on n'a pas un problème encore de pression, on en est au début du tourisme, ça reste une des régions les plus sauvages du Chili, c'est une île en fait continentale, on n'a pas d'accès par la route ni par le nord ni par le sud, donc on peut venir que par l'Argentine ou par la mer. En fait, le tourisme se développe maintenant. Disons qu'il y a 10 ans, on avait pratiquement 100 000 touristes, maintenant il y en a 150 000 peut-être cette année. On est dans une étape où on peut fixer les bornes du développement touristique durable. Par exemple, les incendies spontanés, on a du vent en permanence en Patagonie, un feu est très rapidement parti. Les poubelles laissées par les jeunes campeurs dans les campements, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Francisco ne manque pas d'ambition pour former les guides. Les écoles de guides classiques enseignent les rudiments de la randonnée. Nous, on essaie d'ouvrir notre école à d'autres initiatives. Aujourd'hui, on s'inspire de ce qui est fait en Europe dans les écoles de montagne. Mais on a besoin de développer notre propre modèle. C'est ce qui est très important. On a aussi des contacts avec des associations environnementales qui luttent contre l'implantation des barrages, par exemple. On est impliqué dans de nombreuses initiatives qui sont toutes en relation avec le développement durable de notre région. L'association serait d'accord pour ouvrir ce sentier aux randonnées à cheval, à seule condition qu'il ne devienne pas une autoroute pour les chevaux. Dans la région de Futaleufú, le tourisme équestre est déjà une réalité. De nombreux éleveurs proposent des balades improvisées sur les sentiers patagons. Ça va pas vite, hein? Le cheval est emblématique de la Patagonie. Non, 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 non. Psst. Non. Non. À Futaleufú, on m'a parlé de Mervin. Mervin est un oiseau, un cow-boy chilien. Comme son père et son grand-père, il est dresseur, l'un des meilleurs de la région.
Aujourd'hui, il se rend chez le propriétaire d'un ranch à quelques kilomètres de la ville. Ce que j'aime chez les chevaux, parfois je les comprends mieux que les humains. Ou peut-être que ce sont eux qui me comprennent mieux. Pour être un bon dresseur, il faut surtout de la patience, beaucoup de patience. Il faut aussi que le cheval ait confiance. Il faut qu'il ait confiance en toi pour que tu puisses avoir confiance en lui. Après, tu peux faire tout ce que tu veux sans qu'il ait peur. Le caresser, passer sous son corps, passer entre ses pattes arrière. Ça procure une grande satisfaction. Pour un cheval qui, il y a encore peu, n'avait jamais vu un lasso, ou même un être humain, le voir comme ça, on a l'impression qu'il n'a jamais été sauvage. Il faut 3 jours à Mervyn pour faire connaissance avec un cheval sauvage et plusieurs semaines pour parvenir à le monter. Mervyn ne renonce jamais. Si le cheval n'est pas bien habitué à toi, ça peut être très dangereux. Je ne porte pas d'éperon, je n'emploie pas de lasso ou de corde, parce que si le cheval a peur, il peut se balancer et me faire tomber. Oui, cette partie du dressage peut être très dangereuse. Après le vélo et le rafting, place au rodéo. J'accompagne Mervyn et sa famille à 30 km au sud de Futaleufú. Palena est célèbre pour sa Media Luna, une arène en forme de demi-lune. Mervyn retrouve Antonio, fin prêt pour son premier tour de piste. Tu appelles ça comment déjà? Ça c'est le chamanto, notre pancho. Il y a aussi le sombrero. Les pierres de race pour protéger les jambes et les éperons. Le rodéo, le sport national après le foot. Une discipline qui remonte au 19e siècle. À cette époque, 2 cavaliers se chargeaient de marquer le bétail au fer rouge. Ils devaient neutraliser le plus vite possible les vaches du troupeau. Aujourd'hui, il s'agit d'éliminatoires. La grande finale a lieu tous les ans au mois d'avril dans le nord du pays. C'est l'occasion pour des dizaines de milliers d'aficionados de faire la fête. L'odeur des vaches se mélange à l'ambiance latino du pays. Une fois lancés dans l'arène, les cavaliers doivent plaquer les vaches contre les palissades. Les animaux de cette région sont difficiles. Avec d'autres vaches, ces cavaliers pourraient faire de superbes spectacles. Celles-ci sont petites, nerveuses, très difficiles à manœuvrer. Les animaux de la cordillère des Andes sont semi-sauvages. Ce sont des bêtes très courageuses. Au premier tour d'arène, elles sont tranquilles, mais dès le deuxième, elles commencent à s'énerver. Ma découverte de la Patagonie serait incomplète si je ne m'attaquais pas à son sommet. En route vers les Tres Monras, le sommet qui domine la vallée de Futaleufú. Il faut d'abord traverser une forêt dense où les incendies sont fréquents. Depuis des générations,
les habitants de la région, comme Morocco, exploitent le bois. C'est l'été que Morocco travaille dans les bois avant que la neige ne recouvre les forêts. Les premiers habitants de la région utilisaient déjà les bœufs pour nettoyer les bois et les champs. Il n'y avait pas de chemin alors, pas de véhicule non plus. Il n'y avait rien. On se servait des bœufs comme moyen de transport. Ceux qui n'ont pas de tracteur utilisent les bœufs. Les hivers sont très difficiles ici, il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de neige aussi. Quand il neige, il n'y a rien d'autre à faire que se reposer. On boit le maté. C'est fait avec un fruit. On le coupe et on nettoie l'intérieur. Le maté, c'est une tradition ici. On se lève le matin et on prépare le maté. Maintenant, on va le goûter, voir si ça te plaît. Et on ne dit pas merci. Si on dit merci, c'est qu'on n'en veut plus. Donc on prend la coupe de maté, comme ça, on boit, on ne touche surtout pas la paille, ce que j'ai déjà fait par le passé, surtout pas. Le maté, infusion à base de plantes, a un goût très fort et très amer. Tu savoures, hein, c'est bon. Pendant que Morocco me fait goûter le maté, Margarita, sa femme, disparaît dans le jardin et revient avec un petit cadeau. Oh, gracias. Oh. Morocco est le spécialiste de l'assado, le barbecue typique de la Patagonie. Pour les anniversaires, pour Pâques, pour le Nouvel An, pour toutes les fêtes, on fait un assado. C'est l'occasion d'inviter les amis et les voisins. Ce soir, Morocco et ses amis se retrouvent autour des braises. Tout l'art de l'assado consiste à planter la viande d'agneau ou de porc face au feu, verticalement, pour une cuisson lente. Les femmes, elles, préparent les boulettes de viande de bœuf. C'est l'occasion pour cette communauté peu nombreuse et très isolée de se retrouver pour manger, boire et danser. Quant à moi, je prépare la salade. Tous les légumes viennent du potager. Donc il y a un mélange de salade verte de la Batavia avec des carottes, de la coriandre, de la ciboulette, de la betterave, un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique. Oui, c'est un cochon. C'est un cochon? Quel morceau tu veux? Ah, me gusta mucho. J'adore. Exactamente, me gusta mucho. Me gusta mucho. J'aime beaucoup le chili. Me gusta mucho. La
l'assaut des fameuses Tres Moras, à plus de 2000 mètres au-dessus de Futaleufú. Sur le sentier, nous croisons Jorge, un voisin de Domingo qui habite plus haut sur la montagne. On peut passer chez toi, Jorge? Bien sûr, vous pouvez prendre le maté chez moi, la maison est ouverte. Tu reviens quand? Je crois dans 4-5 heures, pas avant. C'est la maison de Jorge, un cambriolage. Jorge vit seul ici. C'est un voisin qui vit seul. Ici, on est sur la cordillère, très haut au-dessus de la vallée. Il y a souvent de la neige par ici. En hiver, Jorge ne peut pas quitter sa maison. Il doit prévoir suffisamment de provisions, de nourriture pour lui et ses bêtes. Il aime bien vivre ici. Il s'occupe de ses animaux, il trouve que c'est tranquille. Ses parents habitaient déjà ici. Depuis que son père est mort, il est le dernier à vivre ici. Domingo est agriculteur. Mais depuis quelques années, il travaille de plus en plus souvent comme guide. Un revenu supplémentaire pour sa famille et une façon de mettre à profit sa connaissance de la montagne. Les pumas passent souvent par ici. Ils empruntent ce chemin pour tuer des brebis. Ici, on trouve beaucoup d'animaux. La faune est très riche. Il y a aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux. Ces montagnes sont aussi le repère des huemul, des cerfs typiques d'Amérique du Sud. Un animal en voie de disparition. Pas de chance. Aujourd'hui, je n'en verrai aucun. Domingo m'explique que le Chili possède plus de 50 espèces d'arbres endémiques. La plupart poussent dans les forêts humides des vallées. Mais les montagnes abritent d'autres espèces très rares. Ces arbres sont des lengas. On ne les trouve qu'en altitude. Tu vois cette mousse sur les arbres? C'est très fréquent ici. On appelle ça de la barbe. Un arbre comme celui-là derrière toi doit avoir au moins 250 ans. Leur développement est très long. Ils poussent très, très lentement. Le sommet est proche. Ça vaut bien une petite récréation dans la neige. Pour aller plus haut, il faudrait s'encorder, utiliser des pitons. Une escalade qui pourrait être périlleuse. Je décide de m'arrêter avec Domingo sur un petit éperon rocheux, le terme de mon ascension au-dessus des nuages patagons. On est à 1600 mètres d'altitude, on est parti de 200 mètres et la Patagonie, l'altitude n'est quand même globalement pas très haute. Si on compare par rapport aux Alpes, c'est complètement différent et on est très très vite dans ce décor qui correspond à un décor de 3000 mètres d'altitude chez nous dans les Alpes. C'est un lieu peint par Dieu. C'est un lieu comme il y en a peu dans le monde. On a la chance de pouvoir profiter de cette merveille, de cet endroit unique. On voudrait que rien ne change ici, qu'il n'y ait pas de barrage, que la Patagonie reste comme elle est. Magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir une région encore préservée.
j'ai rencontré des gens simples et humainement riches. J'ai été séduite par la beauté de ces contrées sauvages, par ces paysages du bout du monde que j'ai explorés, une façon de voyager à la portée de tous. Pour moi, c'est ce qu'on appelle des moments de bonheur.